Bonsoir, mes amis. Bonsoir, monsieur. Oui, Madame Nioula, ça peut aller? Bonsoir, monsieur. Oui, ça va. Ok, Dieu merci. Monsieur Targui, je vois aussi Mahamat. Ok, formidable. Et votre journée, tout s'est bien passé, hein? Très bien. Ok, je vois Monsieur Tibiri aussi qui se connecte. Alors, donc, on peut déjà commencer la séance de ce soir, hein? Est-ce que les uns et les autres ont des zones d'incompréhension ou des questions par rapport à la séance précédente? Ça fait bien passé. Vous dites? Alors, je ne vous entends pas, hein. Essayez de parler un peu fort. Est-ce qu'on est là? Je ne vous entends plus là. Oui, nous sommes là. Ok, Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir. Y a-t-il des questions? Pas pour l'instant. Ok, formidable. Alors, donc, la dernière fois, déjà, on abordait le troisième point sur le processus de recherche. Je disais tantôt que c'était un peu le cheminement à suivre, hein, dans la rédaction de vos mémoires. Alors, donc là, on a principalement 3 phases et on abordait déjà la phase 1 qui est la phase de conception, c'est-à-dire la phase même d'initialisation de votre projet de recherche. Alors, c'est à cette étape-là qu'il faille vraiment bien réfléchir, prendre le temps parce que de la qualité de cette phase va dépendre la qualité de tout le travail qui va être fait par la suite. Donc, c'est le moment de la conception, comme on le dit, la conception de toute chose, hein, exige beaucoup de sérieux. Hein. Ici, je vais dire beaucoup de sérieux et d'amour scientifique parce qu'il faut respecter un peu les normes, les principes scientifiques pour que après vous puissiez continuer avec la rédaction. Alors, donc, on a vu qu'il faut d'abord identifier le problème. Alors, je pense que jusqu'ici, chacun sait maintenant ce qu'il convient d'appeler problème dans le cadre d'une recherche. Alors, la deuxième sous-étape, c'est les questions, les objectifs et les hypothèses. Alors, une fois que vous avez identifié le problème de recherche, c'est-à-dire ce qui fait problème, le mal-être ou bien le malaise à gérer, ou bien l'écart entre ce qu'on sait ou ce qu'on doit savoir, ce qu'il faut faire tout de suite, c'est de poser une question centrale, fortifiée par des questions spécifiques, assorties d'objectifs généraux spécifiques et d'hypothèses. Voilà. Donc, je disais que les hypothèses étaient ce qu'il fallait entendre par réponse anticipée. Les réponses anticipées, c'est quoi? C'est un peu les réponses que vous avancez au questionnement que vous-même vous êtes posé. Après, vous allez les vérifier dans la partie résultat ou à la conclusion. Vous allez voir une partie qu'on appelle vérification des hypothèses parce que vous avez affirmé des hypothèses, mais après, il faut vérifier si elles sont confirmées ou infirmées. Ça, c'est très fondamental. Alors, donc ça, c'est un premier élément. Pour concevoir et problématiser l'objet de la recherche, on a besoin à la fois de construire cet objet à partir du problème identifié. Ça, c'est une évidence, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est ça la problématique, parce que vous entendrez souvent parler de problématique. Quand on dit problématique, dans problématique, il y a problème. C'est-à-dire que vous prenez le problème et vous l'objectivez. Voilà, vous l'objectivez. Objectiver un problème, c'est le rendre objectif, de telle sorte que n'importe qui puisse s'en rendre compte que c'est un problème. Je vous avais pris le cas, par exemple, de celui qui avait échoué au bac. J'ai dit non, tout le monde échoue, mais à partir du moment où l'échec est extraordinaire, il peut en faire l'objet d'une problématique. Parce que tout problème n'est pas problématique. Mais à partir du moment où le problème est problématique, il faut chercher la solution. Voilà, c'est pourquoi on parle souvent de problématique. Alors, ne soyez pas étonnés quand on va vous parler de problématique, vous entendez parler de problématique. La problématique, c'est le problème et la question. Et vous savez que le problème est dans un contexte. Donc, la problématique commence toujours par le contexte, le problème, la question de recherche. Donc, il faut retenir ça, c'est vraiment ça la problématique. Alors, problème, question, objectif, hypothèse. Troisième sous-étape, ce sont les écrits ou les travaux pertinents. Ici, il s'agit de la revue de littérature, ce que les Canadiens appellent
l'état de l'art. Alors, pour tout sujet que vous êtes amené à traiter, ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'inventez plus la roue. La roue existe, il faut la chercher. Alors, ne perdez pas votre temps à vouloir inventer quelque chose qui existe déjà. C'est pour vous dire, si vous êtes curieux, votre curiosité va vous donner de parcourir la littérature existante, c'est-à-dire ce que les uns et les autres ont déjà dit par rapport à votre sujet. Voyez-vous, vous allez parcourir ces écrits-là et ils vont vous donner des orientations. Ils vont vous donner des orientations et ce sont ces orientations qui vont vous donner de construire ce qu'on appelle votre cadre théorique, c'est-à-dire ce sur quoi va reposer votre travail. Parce qu'un travail scientifique ne peut pas reposer ou se reposer sur le vide. Il faut un ancrage, il faut un fondement, il faut une base. Et la base, c'est dans la théorie. La base, c'est dans la littérature. Ou du moins, la base, c'est dans la littérature dans laquelle vous allez faire sortir la théorie qui va expliquer votre travail. Donc, ça, c'est un travail qui est très, très fondamental. Il faut vous adonner à la lecture. Et on dit de lire les ouvrages pertinents. Parce que si vous lisez des ouvrages qui ne sont pas pertinents, vous allez rencontrer des informations qui ne sont pas pertinentes. Voilà. Donc, c'est dans ce cas-là que vous devrez vraiment lire les ouvrages, surtout ce qu'on appelle les écrits des géants. Vous savez, la recherche, c'est quoi par essence? Et j'aime beaucoup je pense que c'est Zotero, il y a eu un logiciel de recherche, je ne sais pas si on a le temps à la suite, vous allez voir ça. Dans le cas contraire, allez-y vous former avec en ce qui concerne ce logiciel, on appelle Zotero. Il vous permet de générer les bibliographies après. Mais là-bas, qu'est-ce qu'ils ont mis? Je pense qu'ils ont mis que sur les épaules des géants. Pourquoi? Parce que quand vous faites de la recherche, vous devrez vous reposer sur les épaules des géants. Ça veut dire quoi? Que quand vous êtes sur les épaules d'un géant, vous voyez plus loin. Mais si tu t'arrêtes aux chevilles du géant, dites-moi, qu'est-ce que vous allez voir? Les gens ont déjà tellement écrit que... Excusez, monsieur. Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez revenir sur le nom du logiciel? Zotero. Zotero. Logiciel. O. T. E. R. O. Zotero. Ok. Merci, monsieur. C'est bien noté, hein? C'est bien noté. Voilà. Donc, vous comprenez, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'intéresse, par exemple, à la gestion des ressources humaines, et puis qui croit que tout commence par lui, là, mais il va perdre du temps pour rien. Il n'a qu'à aller lire, par exemple, un ouvrage ou bien un master ou bien une thèse. Il va s'en rendre compte que lui, sa préoccupation a déjà été prise en compte. Il gagne du temps en ce moment. C'est pourquoi je vous invite vraiment à lire dans vos domaines respectifs. C'est-à-dire que vous devrez tout faire pour pouvoir faire la revue de littérature autour de vos thématiques respectives. C'est ça. Voilà. Plus vous lisez dans le domaine, vous allez vous rendre compte que vous avez une longueur d'avance par rapport à ce que vous voulez faire. Mais si vous vous contentez de ce que vous savez, vous croyez que tout commence par vous, vous n'allez pas faire grand chose. Pourtant, la science est cumulative. Cela veut dire que vous avez des contributions à apporter. Il faut bâtir sur ce que les autres ont déjà bâti. Donc, ça ne sert pas de nous apporter ou de nous écrire ce que les uns et les autres ont déjà écrit. Ça n'a pas de sens. Alors, on dit par exemple que vous devrez sélectionner et organiser intelligemment. Bon, après, vous allez voir ce qu'on appelle les grilles de lecture. Vous pouvez vous faire une grille de lecture. Vous prenez par exemple, la grille de lecture, c'est quoi? Vous pouvez faire un tableau selon votre convenance. Vous dites, bon, je suis au niveau de la problématique. Donc, je suis en train d'identifier le problème. Alors, il y a tel ou tel ouvrage qui parle du même problème. Vous lisez, donc vous mettez le nom de ces références là-bas. Là, vous organisez. Si vous êtes au niveau de la méthodologie, vous allez vous rendre compte que tel ou tel autre ouvrage traite de la méthodologie.
Donc, vous faites quoi? Vous renseignez. En ce moment, vous avez une certaine lucidité dans votre revue de littérature. Mais si vous, parce que ce qu'il faut noter, c'est quoi? Souvent, vous êtes inspiré. Vous lisez quelque chose et vous êtes content. Vous savez que ça va vous apporter un plus à votre travail. Mais vous oubliez de le consigner quelque part. Le lendemain, vous recherchez même l'information, vous ne la retrouvez plus. Donc, c'est pourquoi il faut être organisé, il faut avoir vraiment une démarche très méthodique. Alors, donc, cette lecture va vous donner d'élaborer un cadre théorique, n'est-ce pas? Voilà, le cadre théorique va définir la perspective théorique particulière selon laquelle le problème de recherche sera abordé et traité. Il va placer votre étude dans un contexte de signification. C'est ça qui va donner un sens à votre travail. Alors, quand on parle de théorie, j'aime prendre par exemple cet exemple banal pour vous expliquer comment on appelle ça, l'importance du fondement théorique. Pour ceux qui connaissent la loi de la pesanteur, vous savez que quand vous lancez un objet lourd dans l'espace, il redescend. Ça, c'est la loi de la pesanteur. Maintenant, comment vous pouvez expliquer le fait qu'un avion vole et il ne tombe pas? C'est tout simplement parce que les deux là n'obéissent pas à la même loi. L'avion obéit à ce qu'on appelle la loi de l'aérodynamique. C'est une loi supérieure à la loi de la pesanteur. Ce qui fait que l'avion, bien qu'il pèse des tonnes, il est en l'air, il ne tombe pas. Donc, quelqu'un qui est en train, par exemple, d'écrire sur, par exemple, les avions, il faut bien qu'il dise que lui, il a fondé son travail là, sa recherche là, sur la loi de l'aérodynamique. Si toi, tu es en train de travailler sur le vol des avions, et puis tu passes ton temps à lire la théorie de la pesanteur, mon ami, tu vas faire un très bon travail. Mais on va jeter ton travail à la poubelle tout simplement parce que la théorie de la pesanteur ne peut pas expliquer le vol des avions. C'est ça. C'est ça. Et vice-versa, la théorie de l'aérodynamique aussi ne peut pas expliquer, par exemple, un objet que vous lancez dans l'espace qui redescend. Donc, il faut que la théorie soit adaptée au sujet. Il faut que la théorie explique mieux votre problème. Donc, c'est en fonction de ton problème que tu vas choisir la théorie. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle le même, quelqu'un demandait d'ailleurs la dernière fois que, alors, j'ai le même thème qu'un camarade, est-ce que c'est du plagiat? J'ai dit non, vous pouvez avoir le même thème mais ne pas avoir le même problème. N'est-ce pas? Parce qu'en réalité, dans un thème, on peut avoir plusieurs problèmes. Tout dépend de votre angle d'attaque. On peut attaquer le même problème sous plusieurs angles. C'est celui-là maintenant qui va voir le meilleur angle là, qui va réussir à mieux traiter ce sujet-là. Donc, tout ça, ne vous en faites pas. Vous pouvez avoir les mêmes sujets, mais vous ne vous préoccupez pas du même problème. C'est ça. Donc, c'est ce qu'il faut dire aussi. Donc, ce qui fait S'il vous plaît, monsieur. Oui. Ah, vous dites que on peut avoir le même thème, c'est ça? Oui, oui, oui. Et puisque j'aurais appris que lorsque vous avez le même thème, l'école peut rejeter parce qu'il ne faut pas développer le même thème. Deux étudiants ne peuvent pas développer le même thème. Donc, ça m'a un peu surpris quand vous avez dit. Vous l'avez appris où ça et par qui? Bon, c'est un étudiant qui me l'avait dit. Mais vous voyez-vous, c'est ça aussi. C'est ça, bon, si vous faites bien de soulever le cas parce que c'est aussi ça. C'est comme, par exemple, ce que vous venez de dire là. Quelqu'un aussi va aller dans le même sens, lire un document, il va avoir une information. Donc, il va venir dire que non, il écrit comme ça, il est content. Pourtant, la source là est erronée. Donc, un étudiant ne peut pas vous donner des vraies informations. Si vous vous fiez à ce que l'étudiant a dit là, non, c'est qu'il va vous dérouter. Non. Dans aucune école au monde, il n'a été dit que si vous avez le même thème, vous ne pouvez pas traiter. C'est faux et archi faux. Vous avez le même thème, vous pouvez avoir des problématiques différentes. Un seul thème peut proposer plusieurs problématiques. Donc, ça dépend de ce que vous... Maintenant, si vous abordez toujours la même problématique, il faut faire attention parce que si on s'en rend compte que vous avez les mêmes
paragraphes, les mêmes idées, là, c'est du plagiat. Même si vous ne vous êtes pas rencontrés, soit vous deux, vous avez plagié le même document, ou bien le même auteur, ou bien l'un a plagié l'autre. Mais on a le même thème. On a des problématiques différentes. L'autre l'aborde sous un angle. Moi, je l'aborde sous un autre angle. En quoi est-ce qu'on a fait du plagiat? En quoi est-ce que ce n'est pas possible? Non, ça, ce n'est pas vrai. OK, monsieur? Vous m'avez entendu? Oui, c'est bon, monsieur. OK, formidable. Donc, c'est vraiment ça. Allez-y toujours à la bonne source. Là, vous aurez les bonnes informations. Sinon, les étudiants, là, souvent, là, on leur dit des choses, là. Tu t'en rends compte après qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont même pas bien compris ce que tu as dit. Voilà. C'est comme, par exemple, la dernière fois, on était à une rencontre et puis il y a un doctorant qui dit que non, puisqu'on dit que non, on peut citer une thèse dans une thèse. Et un doctorant qui dit que lui, il est perdu parce que, bon, lui, il a appris que lui, il était à un séminaire, on lui a dit qu'on ne peut pas citer une thèse, comprenez, dans une thèse. Mais on lui a dit, mais là, il y a un problème. Une thèse, c'est un document scientifique, c'est un master qu'on ne peut pas citer dans une thèse. Mais si on ne peut pas citer une thèse dans une thèse, c'est un problème. Donc, vous allez vous rendre compte que le monsieur en réalité n'a pas compris ce que l'enseignant a voulu dire. Donc, souvent, il faut faire très attention aussi. Sinon, vous pouvez vous tromper facilement. Alors, le cadre théorique est fondamental. S'il vous plaît, tout travail doit avoir un cadre théorique. Tout travail doit avoir un cadre théorique. Généralement, le chapitre 1 porte sur le cadre théorique. Le cadre théorique, c'est quoi? C'est un peu ce que vous appelez revue de littérature ou bien fondement théorique. Dans la première partie, on va définir les concepts clés parce que dans un thème, il y a des concepts nouveaux. Il faut les clarifier pour donner un aperçu au lecteur sur ce que vous voulez dire. Et votre compréhension du thème, parce que quand on dit définition aussi, il ne s'agit pas de venir les allier, mais il s'agit de dire, par exemple, que tel auteur a dit ça, l'autre l'a défini comme ça, mais nous pensons qu'on peut le définir comme ça, eu égard à notre contexte, à notre sujet. Là, vous faites un travail critique. Sinon, ça sera un peu ce qu'on appelle de la compilation de l'étalage. Ça, ce n'est pas bien. OK? Donc, dans tout travail scientifique, il y a un cadre théorique. Donc, dans la première partie, vous définissez les concepts clés et dans la deuxième partie, vous présentez les généralités. Comme nous sommes en licence, on ne va pas vous exiger d'aller nous faire ressortir les théories. Non, on ne va pas aller jusque-là, mais celui qui le fait, c'est bien. Par exemple, quelqu'un qui est dans le processus doctoral de crédit. Moi, je dis toujours à mes étudiants, quand vous abordez des thématiques comme ça, vous allez me faire sortir la théorie de l'agence ou bien la théorie de l'information qui dit que dans une situation contractuelle, il y a toujours une information qui est cachée. Donc, déséquilibre informationnel. Bon, ça, c'est des choses comme ça. Donc, quand il reprend ça, lui-même, il s'en rend compte après que son travail est bâti sur du sérieux. Mais si tu viens dire que non, les gars demandent crédit, on ne lui donne pas. Mais tu ne nous as pas dit que théoriquement, pourtant théoriquement, il a été dit que du fait que le banquier n'a pas toute l'information sur celui qui vient prendre le crédit, il est contraint à faire quoi? À ne pas lui donner le crédit à n'importe quel taux. Il faut rationner que tu vas être remboursé. La théorie a dit ça. Mais si toi, tu ne dis pas que la théorie a dit ça, tu commences à parler comme ça. Après, on va te dire, non, ce que tu dis là, il n'y a pas de fondement. Sur quelle base vous dites que non, les banques ne donnent pas l'argent? Mais il faut aller dire que la théorie a dit ça. Vous comprenez? Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il faut bien qu'il y ait un cas théorique solide. Si le cas théorique est solide, là, il serait difficile à n'importe qui de démonter votre travail. Alors, donc, la deuxième étape, c'est la phase méthodologique. N'oubliez pas que la première phase, c'était la conception. Une fois qu'on a conçu le travail, parce que si vous réussissez la conception, ce qui reste, c'est quoi? C'est la démarche. Comment vous allez vous y prendre pour collecter les données, les traiter et les présenter? C'est ça la méthodologie. C'est ça la méthodologie. Donc, phase méthodologique ou de découverte des données. Alors, les méthodes ne sont pas isolables des voies ouvertes par les intérêts du chercheur que vous êtes. C'est-à-dire que
on ne choisit pas une méthode parce qu'elle vous plaît. On choisit une méthode en fonction du sujet qu'on veut traiter. Si vous voulez, par exemple, mesurer le revenu des étudiants de Aube Nouvelle, vous ne pouvez pas vous contenter de simples déclarations pour dire que les étudiants de Aube Nouvelle ont de gros revenus ou de bas revenus. Il faut que vous passiez par une enquête qui va collecter les revenus. Si vous voulez, par exemple, avoir la perception de l'enseignement à Aube Nouvelle, mais ça, il faut que vous passiez par un questionnaire ou un guide d'entretien qui va vous donner la perception des étudiants. C'est comme ça. Donc, c'est un peu la méthodologie. Il faut faire très attention. On ne choisit pas la méthode juste parce qu'elle est intéressante, mais on choisit la méthode parce qu'elle correspond, elle est adaptée à notre sujet. Alors, au cours de cette phase, qu'est-ce qui se passe? Vous expliquez et justifiez les méthodes et les instruments que vous allez utiliser pour appréhender et collecter les données en réponse aux questions posées, aux hypothèses formulées. Voilà. Donc, c'est dans cette étape aussi que vous allez présenter ce qu'on appelle la population. Dans toute étude, il y a ce qu'on appelle la population. C'est quoi la population? La population, ce sont les unités observées. Et les unités observées, ce sont les éléments sur lesquels vous travaillez. Vous savez, vos populations peuvent être des humains, vos populations peuvent être des arbres, vos populations peuvent être des états financiers. C'est ce qui fait l'objet de votre attention. Donc, c'est ça la population. Donc, dans la population, vous choisissez ce qu'on appelle un échantillon. Et après, maintenant, si vous devrez collecter les données, vous allez nous dire comment est-ce que vous allez collecter ces données. Si c'est par l'approche... Oui, s'il vous plaît, monsieur, je n'ai pas bien suivi la définition de la population, s'il vous plaît, si vous pouvez répondre. Ah, ok. La population, c'est l'ensemble des unités qui font l'objet de votre recherche. Par exemple, si votre travail porte sur les pays africains, votre population, c'est l'ensemble des pays africains. On est d'accord? Si votre population porte sur les étudiants de Ouagadougou, votre étude porte sur les étudiants de Ouagadougou, votre population, ce sont l'ensemble des étudiants. Si on retrouve un commerçant dedans, c'est une erreur. Si votre étude porte, par exemple, sur le traitement des pièces comptables, votre population ici, ce sont les pièces comptables dans la structure. Ce n'est pas parce qu'on a dit population que c'est forcément des hommes, non. Ça peut être un groupe humain ou non, hein, sur laquelle vous allez travailler et à laquelle vous allez arracher des informations, n'est-ce pas? Madame, c'est bien saisi maintenant? Okay. Oui, ok, merci. Ok, formidable. Merci. Alors, donc, il faut choisir les méthodes, les instruments de collecte. Donc, ici, vous allez choisir hein, les différents instruments. Ça peut être qualitatif. Dans les instruments qualitatifs, vous avez ce qu'on appelle les guides, les entretiens, l'observation participante. Ça peut être de type qualitatif. Donc là, il faut faire une enquête. Mais comme on utilise un questionnaire dans une enquête, ça peut être des échelles de mesure, tout ça. Donc, en réalité, ça dépend de la nature de votre étude. Si c'est une étude qualitative, bon, vous n'avez pas besoin d'aller mobiliser des outils quantitatifs. Voilà, vous utilisez les outils qualitatifs qui correspondent. Alors, donc, la définition de la population, hein, donc ici, vous allez caractériser la population en établissant les critères de sélection pour l'étude, en précisant l'échantillon, en délimitant la taille. Voyez-vous? Donc, si votre population, ce sont les clients de la banque, bon, si la banque, bon, généralement, vous ne connaissez pas le nombre de clients de la banque, mais si c'est une étude quantitative, par exemple, il y a deux approches. Soit vous faites par ce qu'on appelle par quota, par échantillonnage aléatoire ou bien non aléatoire. Si c'est échantillonnage aléatoire, ça suppose que vous avez la liste exhaustive des clients. Dans le cas contraire, vous procédez par échantillonnage non aléatoire et là, vous allez choisir, par exemple, la méthode de quota. Vous décidez de prendre 50 clients. Ça, c'est un choix. On appelle ça des choix raisonnés. Voilà. Donc, c'est la possibilité qui s'offre à vous. Mais si vous êtes dans une approche qualitative, même si c'est 5 clients, tout va dépendre de comment est-ce que vous allez vous motiver pour dire non, c'est une perception que nous avons voulu avoir.
Donc, tout va dépendre vraiment de la nature de votre travail. Alors, donc, la population cible réfère à la population que le chercheur désire étudier à partir de laquelle il voudra faire des généralisations. Voilà, si vous voulez après généraliser les résultats de votre étude, il faut bien que la population soit plus étendue. Sinon, si vous faites un travail sur 2 personnes et à la fin, vous dites que tout le monde fait ça, vous voyez même que ça fait bizarre. Donc, il faut bien que, en fonction de la taille de la population, que vous puissiez après décider si vous pouvez généraliser ou non. Alors, donc, le champ de votre... La zone de l'étude est délimitée. Bon, si la zone de l'étude, c'est une région, donc vous allez prendre votre échantillon dans cette région. Si la zone de l'étude, c'est une ville, si c'est une entreprise, c'est la même chose. Si c'est une agence, c'est la même chose. Donc, c'est dans la zone de l'étude que vous allez choisir ce qu'on appelle l'échantillon. Voilà. Donc, il y a des techniques d'échantillonnage, c'est-à-dire la manière de choisir l'échantillon. Comprenez, non? Voilà. Vous voulez choisir 20 personnes. C'est pas mauvais de choisir 20 personnes, mais il faut que vous nous disiez comment vous faites pour choisir les 20 personnes. C'est ça qui est fondamental. Alors, on est toujours connecté. Alors, vous allez décrire le déroulement de la collecte. Bon, ici, c'est vraiment décrire. Hein. Bon, on ne va pas trop nous attarder sur ce point parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est dire si vous voulez faire une enquête, si vous devrez recruter des gens pour le faire. Bon, mais généralement, dans le cas de vos recherches en licence, qu'est-ce que vous faites? C'est vous-même qui collectez les données, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, une fois que vous avez collecté les données, il faut bien que vous présentez des plans d'analyse. Bon, les plans d'analyse, c'est quoi? C'est comment vous allez, par exemple, analyser vos résultats. Est-ce que vous voulez après avoir des simples tests narratifs qui expliquent vos idées? Ou bien, vous voulez avoir, par exemple, des statistiques, des tableaux, des graphiques, ainsi de suite? Donc, tout va dépendre de ce que vous mettez dans le contenu de vos résultats. Voilà. Si vous voulez après qu'on présente des chiffres, c'est à vous de décider. Dans le cas contraire, vous allez faire des affirmations, voilà, mais vraiment des affirmations bien indiquées. La collecte des données aussi, bon, c'est la même chose. Hein. Comment on collecte les données, vous allez présenter tout ça. Alors, dans la dernière phase, c'est quoi? La phase de traitement, l'analyse, la présentation, l'interprétation ou la discussion des résultats. Ah oui, on a conçu le travail, on a mis en place une démarche de collecte de données, on a les données, qu'est-ce qu'on fait? On va présenter, les analyser. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut faire la nuance entre les choses parce que souvent, quand les gens ont des informations, des résultats, ils viennent affirmer les résultats. Ils viennent déclarer les résultats. Si par exemple, vous faites un travail sur la motivation du personnel dans une entreprise et puis vous venez dire que, vous dites par exemple que les employés ne sont pas motivés. C'est très insuffisant. Parce que ce n'est pas ce qu'on recherche. Vous êtes en train de faire une recherche. C'est de nous dire pourquoi ils ne sont pas motivés. Donc, derrière le résultat se cachent des informations. C'est à vous maintenant de faire sortir ces informations-là. C'est la partie qui est très compliquée pour les étudiants. Parce que généralement, quand on vient, on affirme seulement, on déclare, on est dans les déclaratifs. Voilà, la moyenne, c'est comme ça. L'écart type, c'est comme ça. Hein? Et le revenu moyen, c'est comme ça. Les salaires moyens, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Non. Quand tu trouves que le salaire moyen, c'est tant, tu vas nous dire pourquoi il est comme ça et qu'est-ce qui explique ça. C'est là, en ce moment, tu fais de la recherche. Sinon, tu fais du journalisme. Vous savez que les journalistes sont là d'informer les gens. Il te dit, oui, on a tué 17 personnes ici. Terminé. Pourtant, en recherche, on va nous dire pourquoi on les a tués et qu'est-ce qui explique ça. Sinon, on a tué 17 personnes, c'est vague, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc,
Souvent, les étudiants, là, ils se mettent dans la peau du journaliste et puis ils ne font que raconter, relater des faits. Ils relatent. Quand on dit vraiment relater, ils relatent. Comme une histoire. Voyez-vous, non? Pourtant, la recherche, ce n'est pas des histoires, c'est des faits concrets. C'est des faits concrets. Voilà. Alors, donc ici, il faut faire attention parce que le fait que vous ayez des données ne veut pas dire que vous avez tout. Voilà. Une base de données n'a pas de sens jusqu'à ce que vous lui donnez un sens. Vous savez que des chiffres n'ont pas de sens jusqu'à ce que vous lui donnez un sens. Vous avez beau avoir des informations dans l'entreprise, ça n'a aucun sens jusqu'à ce que vous leur donnez un sens. Donc, le travail à ce niveau-là, c'est vous. Sinon, vous allez même faire des régressions, des tests statistiques, vous allez présenter des graphiques. Mais laissez-moi vous dire que les graphiques ne parlent pas, les tableaux ne parlent pas. C'est vous qui les faites parler. Et là, si vous les faites mal parler, ça va se retourner contre vous. Vous devrez tout faire pour mieux faire parler les graphiques. C'est vraiment ce qu'on attend de vous. Voilà. Un travail très, très minutieux ici. Alors, donc, l'analyse et la présentation des résultats, hein, ça va dépendre de comment est-ce que vous voulez présenter. Bon, si c'est une analyse qualitative, bon, vous allez simplement faire des résumés sous forme narrative. Hein. Les données seront non numériques parce qu'il ne va pas avoir de chiffres parce que c'est des données qualitatives. Voilà. Donc, en ce moment, vous avez des résultats qui sont interprétés, discutés. Bon, maintenant, l'interprétation et la discussion, c'est quoi? Vous savez, souvent, on va vous dire, commentez vos tableaux. Souvent, il y a des gens aussi qui présentent des tableaux de figures comme ça qui ne les commentent pas. Ça n'a pas de sens. Quand vous mettez une figure, toute figure que vous mettez dans votre travail doit être commentée. S'il n'est pas commenté, vous l'envoyez tout de suite dans les annexes. Sinon, si vous mettez quelque chose dans votre travail, là, vous le commentez. Commenter, c'est de dire ce que tout le monde voit. Alors, une fois que vous avez dit ça, on va vous dire d'interpréter. C'est de dire le sens de ce que tout le monde voit. Alors, une fois que vous avez fini de dire le sens de ce que tout le monde voit, ce n'est pas suffisant. Il faut discuter, c'est-à-dire dire que tout le monde voit ça, mais en réalité, ce que tout le monde voit là est en corrobore avec ce que d'autres ont déjà vu ou bien contredit ce que d'autres ont déjà vu. Dans tous les cas, vous allez vous justifier. Si ça contredit, vous allez dire pourquoi ça contredit. Si ça confirme, vous allez dire pourquoi ça confirme. C'est ça la discussion. Donc, la discussion, c'est un débat d'idées, c'est une confrontation entre les idées des auteurs. C'est vraiment, comme je le dis toujours, c'est un débat que vous organisez avec les auteurs. Même s'ils sont morts il y a des milliers d'années, vous les convoquez dans votre travail et puis vous leur dites, on discute. Alors, Monsieur X a trouvé que c'est comme ça. Y, lui, a trouvé que c'est comme ça. Mais toi, tu as trouvé que c'est comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous confrontez. Ça, vous êtes en train de discuter. Alors, donc, si vous ne discutez pas, ne mettez jamais discussion des résultats. Donc, il faut toujours discuter les résultats. Alors, l'interprétation, voilà, c'est ce que j'ai dit. Hein, donc, je ne vais pas me répéter. Hein, donc, je vais directement au point 4. Alors, est-ce qu'on a des questions sur le point 3? Processus de recherche, est-ce que c'est bon? Hein, c'est bon, le processus là, c'est bon? C'est bon pour moi. Je pense que ça va aussi. Ok, very good. Alors, ça va aussi. Ok, merci. 4, structure de mémoire, et ça c'est standard au format de Haute Nouvelle. Hein. Bon, je pense qu'il y a des documents. Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être après, à la dernière séance, je vous envoie ça ou bien j'envoie ça à l'école, on va vous soumettre parce que ça reprend un peu les pages de garde, comment on doit soutenir tout ça. Bon, je ne sais pas si vous les avez déjà. Dans les cas contraires, bon, ceux qui sont il y en a qui disaient qu'ils avaient déjà suivi le cours avec moi. Je pense qu'ils doivent avoir ces documents. C'est intéressant de les avoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la structure des mémoires? Parce que les écoles ont des plans. Hein. Là, il ne faut pas vous tromper. N'allez pas dans une école, prendre un plan
pour venir soumettre à quelqu'un à Aube Nouvelle. Aube Nouvelle a son plan. Depuis un certain temps, nous, on a restructuré les choses là-bas de telle sorte que les mémoires obéissent à une norme de présentation. Alors, on a une page de garde qui est faite maison, Aube Nouvelle, opposable à tous les étudiants, fait tout pour l'avoir. Donc, la page de garde se fait sur du papier cartonné. On répète la page de garde sur du papier simple. Et après, la page de garde, bon, on peut commencer par la dédicace. Alors, qu'est-ce qu'on met dans la dédicace? S'il vous plaît, la dédicace, comme son nom le dit, vous dédicacez le document à un être qui vous est cher. Comprenez? Comme quelqu'un dit qu'un être me manque et tout est dépeuplé là. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que ce monsieur ou cette dame vous est cher. Donc, vous voulez que cette personne-là se retrouve dans votre travail. Ça veut dire si on vous demandait, bon, tu as fait ce travail-là, c'est pour qui ou bien à cause de qui? Alors, là, il faut faire attention. Il y en a qui dédient ça à leur mari, à leurs épouses, il y en a qui dédient à leur bébé, il y en a qui dédicacent le document à Dieu. Il n'y a pas de problème. Même à des défunts, il n'y a pas de problème. Mais ce que moi je dis, pour ceux qui, sans être contre la foi de quelqu'un, puisque moi-même je suis croyant, quand vous voulez dédicacer ou bien dédier un travail à Dieu, il faut vous rendre compte qu'il est bien fait. Parce que souvent, vous mettez en parole les enseignants. Tu dédicaces le travail à Dieu, le gars prend, c'est de la bouillie à l'intérieur. Bon, il est en train de critiquer, c'est comme s'il est en train de remettre en cause ce que vous avez offert au bon Dieu. Donc, sur ce point, il fait très attention. Voilà. Quand ce n'est pas bien, il faut garder ça pour vous-même. N'est-ce pas? Mon ami Targui. C'est une excellente stratégie. Hein? C'est une excellente stratégie. Oui, mais je sais, les gens font ça juste pour un peu jouer sur la conscience des enseignants, mais nous, c'est pour que nous anticipons pour vous le dire. Voilà. Ici, voilà, c'est comme ça. C'est important. Voilà. Hein? C'est important. Dieu, lui, il est parfait. Le travail peut ne pas être parfait. Oui, mais on ne dit pas, d'ailleurs, on ne peut pas avoir un travail parfait. Mais le minimum, là, on parle en connaissance de cause. Il y a des travaux, même la mise en forme, les gars n'ont pas réussi ça. Tu vois? Et il vient et dit que lui, il te dit ça à Dieu. Il dit, mais tu nous mets en parole avec Dieu, nous, on va démonter ça. Là, on va démonter ça. Ou bien, alors, continuons, mes amis. Donc, après la dédicace, ce sont les remerciements. Qu'est-ce qu'on met dans les remerciements? Les remerciements, c'est de remercier toutes les personnes qui ont contribué directement ou indirectement au travail scientifique. Mais premièrement, les remerciements commencent par votre directeur de mémoire. Après le directeur de mémoire, c'est le maître de stage. Après le maître de stage, vous pouvez maintenant aligner tous les autres noms. Mais si vous commencez par remercier des personnes qui ne sont pas, par exemple, le directeur de mémoire, le maître de stage, ce n'est pas bon. On commence par les personnes qui ont apporté du point de vue scientifique d'abord. Après, même ceux qui vous ont donné de l'argent, vous les citez. Alors, donc, là aussi, il faut bien faire les remerciements parce que c'est le lieu pour vous d'être reconnaissant envers ces personnes. Mais il y a des gens, c'est là même qu'ils montrent qu'ils ne sont pas reconnaissants parce qu'ils le font de manière plate. J'ai dit merci à monsieur Tam, mon directeur de mémoire. J'ai dit merci à Tam, monsieur. Ça, c'est trop plat. Là, il faut bien construire les remerciements. De telle sorte que ceux qui lisent, là, quand ils finissent de lire, ils s'en rendent compte que réellement, ils sont remerciés, quoi. Alors, donc, le sommaire, c'est quoi? Le sommaire peut venir avant la dédicace, hein, mais il n'y a pas de problème. Alors, quand vous avez le sommaire, vous mettez la table des matières à la fin. Donc, le sommaire, comme son nom l'indique, vous faites apparaître le titre 1 seulement. OK? Le titre 1, parce que tous les autres titres vont réapparaître dans ce qu'on appelle la table des matières. Après ça, vous avez la liste des figures, la liste des graphiques, les sigles, l'abréviation. Bon, il n'y a pas ça ici, mais je l'ai dit comme ça. Et après ça, vous avez ce qu'on appelle le résumé. Oui, tout travail doit avoir un résumé. Le résumé, c'est un peu, comme son nom l'indique, résume tout le travail. En 15 lignes, vous dites tout ce que vous avez dit dans les 40-50 pages. Donc, l'objectif, la démarche méthodologique, les principaux résultats, recommandations, les termes, et vous répétez ça en anglais. Alors, et après le résumé, vous avez l'introduction générale. L'introduction générale. Oui. Vous dites de répéter en anglais.
vous traduisez le résumé en anglais, abstract en anglais. Ah bon? OK? Oui, c'est Non, compris. c'est pas la mer à boire, hein. On a des logiciels qui le font là. Donc, don't be confused. We will try. Voilà, c'est ça. Alors, donc, l'introduction générale qui va reprendre le contexte général, le contexte spécifique, le problème, les questions, les objectifs, les hypothèses, l'annonce du plan. Terminé, chapitre 1. Bon, on a mis développement divisé en chapitres, non? Donc, il y a chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et puis la conclusion générale. Après la conclusion générale, on a les référents bibliographiques. De l'introduction générale à la bibliographique, c'est la même numérotation. Généralement, c'est la numérotation en chiffres arabes, 1, 2, 3, jusqu'à la fin de la bibliographie. Maintenant, les autres parties, là, on le met généralement en chiffres romains. Grand 1, grand 2, grand 3, ou bien petit i, hein, des trucs comme ça. OK? Voilà. Après la bibliographie, vous mettez les annexes. Et après les annexes, vous avez la table des matières. C'est bon déjà? Mais moi, j'ai une petite question. Uh-huh. Vous avez dit que c'est le plan, en tout cas, en vigueur à Aube Nouvelle. Ouais. Est-ce que dans un autre cadre, on peut utiliser le même plan? C'est-à-dire? Et puisque vous avez dit qu'au niveau de Aube Nouvelle, en tout cas, vous avez essayé de caler un peu le plan des mémoires. Moi, je voudrais savoir si ce plan est valable en tout lieu et voilà. Et partout, non, oui, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Mais il y a des écoles, par exemple, qui vont vous demander un plan binaire, partie 1, partie 2. Il y en a qui vont vous demander de faire, par exemple, section 1, section 2. Vous comprenez, non? Mais le plan que nous vous donnons, c'est vraiment un plan qui est quasi universel. Hein? Voilà, c'est-à-dire quand vous le faites, tout le monde se retrouve. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Voilà, tout le monde se retrouve. Merci, monsieur Combelem. OK, formidable. Alors, donc, on reprend un peu l'introduction générale. Vous voyez un peu le contenu de l'introduction générale. Vous avez les générateurs sur le thème qu'on appelle souvent quoi? Le contexte. Parce que tout contexte et tout thème s'inscrit dans un contexte, un domaine. Donc, il faut bien que vous connaissiez déjà ce domaine pour l'exposer d'abord. Hein? Pour l'exposer d'abord avant maintenant que les gens puissent vous suivre. Parce que tout ne commence pas par vous. Et vous ne pouvez pas tout de suite commencer par dire les employés de telle structure ne sont pas motivés. Non, il faut que vous commencez par camper le décor. Hein, camper le décor. Voilà, vous dire par exemple, les ressources humaines constituent un véritable facteur de production dans les entreprises. Voilà, c'est comme ça que vous commencez, vous construisez un débat qui va après déboucher sur un problème. Voilà, et en ce moment, vous posez la question ainsi de suite. Donc, justification du thème, tout ça, ça c'est un peu les contextes spécifiques que vous exposez et vous avez votre problème, les questions de recherche, les objectifs, hypothèses, annonce du plan. Donc, si vous êtes en train d'écrire, votre introduction générale doit comporter ces éléments. Et d'ailleurs, ce qu'on va toujours vous demander, le premier contact avec votre encadreur, c'est ce qu'on appelle le protocole de recherche. Et le protocole de recherche va vous demander ces éléments-là. Quand on vous dit, vous m'envoyez votre protocole de recherche, on vous demande simplement l'introduction générale. Et généralement, l'introduction générale peut mettre problématique, il n'y a pas de problème. Mais ce sont ces éléments qu'on vous demande. Ce n'est pas compliqué. Voilà. Parce qu'il y a des gens après, quand on leur dit, vous nous envoyez votre protocole, ils sont étonnés parce qu'ils disent, mais on a fait un coup de méthode, on ne nous a pas parlé de protocole. Mais c'est ça le protocole. N'est-ce pas? D'ailleurs, vous serez évalué sur la base du protocole. Je vais vous donner un sujet que chacun va essayer de construire le contexte global spécifique, de soulever le problème, de poser des questions, des objectifs, des hypothèses et d'annoncer une esquisse de méthodologie, ainsi de suite. Vous serez évalué sur la base de ça. Voilà. Donc, ça vous met déjà dans le bain. Alors, donc, vous voyez un peu les chapitres. Chapitre 1, cadre théorique, définition des concepts clés, fondements théoriques ou revue de littérature. Après, on a l'approche empirique ou étude de cas. Alors, il faut faire la nuance entre les deux. Il y a ce qu'on appelle l'approche théorique et l'approche empirique. L'approche théorique, là, c'est là où vous élaborez ou bien vous développez la théorie ou les théories.
Et dans l'approche empirique, c'est les études de cas. Les études de cas, vous pouvez les citer parce qu'après, elles vont vous être utiles parce que vous allez vous référer à elles pour discuter ou bien débattre de vos résultats. Voilà. C'est pourquoi, donc, vous voyez que dans le chapitre 1, là, tout est théorique. Voilà. Fini avec les histoires de on présente la structure dans le chapitre 1. Là. Non, ça, c'est l'ancienne école. Nous, on a révolutionné les choses et maintenant, c'est comme ça. Pourquoi? Quand vous suivez bien ces plans, quand vous réussissez ces plans en licence, votre master, là, c'est un cadeau. C'est-à-dire que vous réussissez votre master sans problème. Donc, c'est vraiment un aspect fondamental à relever. Donc, dans le chapitre 2, ce sont les cadres méthodologiques. Bon, ici, en réalité, on formule ça cadre institutionnel et méthodologique. Et en deux volets. Dans le cadre institutionnel, qu'est-ce que vous présentez? Vous présentez la zone de l'étude. Ça peut être, par exemple, présentation de Coris Bank ou bien présentation de la structure dans laquelle vous avez fait le stage. Et là, il faut faire attention. On n'a pas dit de venir présenter. Il y en a qui vont jusqu'à nous donner le nom du chien du directeur. Ce n'est pas ce qu'on demande ici. On demande que vous soyez synthétique. C'est-à-dire que quand on prend, par exemple, une banque, la banque X, par exemple, donnez-nous l'essentiel sur la banque. Parce que si quelqu'un veut des informations, et en plus, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur Internet, il va les avoir. Donc, présenter les éléments. Généralement, c'est quoi? Historique, mission, des choses comme ça. Vous mettez fonctionnement de la structure. Après fonctionnement de la structure, qu'est-ce que vous pouvez mettre, par exemple? Vous pouvez mettre peut-être les produits de la structure et puis vous terminez par présenter les services de votre stage. Parce qu'il y en a qui vont aller faire les tâches, par exemple, à la direction financière et comptable. Maintenant, dans la présentation, il ne va même pas présenter la direction financière et comptable. Il va présenter la banque, présenter la structure. Non, ce n'est pas ce qu'on demande. Vous présentez brièvement la structure et vous faites un point d'honneur sur votre service de stage. En ce moment-là, quand vous lisez, vous comprenez. Ça, c'est la première session dans le chapitre 2. Et maintenant, la deuxième session dans le chapitre 2, c'est la démarche méthodologique de collecte des données. En réalité, ici, j'ai éclaté beaucoup les points, mais c'est des points qui peuvent se rassembler dans, par exemple, ici, là, vous voyez, présentation de la zone de confort ou d'études. Ça, c'est la section 1, c'est que j'ai appelé cadre institutionnel. Mais vous voyez, description de la méthode ou du paradigme, description des instruments, milieu, quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle la deuxième section, la démarche méthodologique de collecte des données. Le paradigme ici, c'est un peu l'approche. Ça peut être une approche qualitative, ça peut être une approche quantitative, n'est-ce pas? Les instruments, c'est un peu les techniques de collecte que vous allez présenter, ainsi de suite. Donc, retenez ça comme ça. Alors, dans le chapitre 3, qu'est-ce qu'on fait? On présente les résultats. Bon, en licence, on fait ça en 3 chapitres. Bon, le 4e chapitre, je l'ai mis parce que discussion. Mais en licence, dans le chapitre 3, c'est que bonsoir. Vous pouvez mettre... Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, tout le monde. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, vous pouvez revenir un peu en arrière. Oui, en arrière. Non, diapo précédente. Ah, ok, ici. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez nous éclater un peu la méthode, description de la méthode. Vous avez parlé de qualitative et quantitative. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Vous nous prenez en marche ou quoi? Oui, je vous prends en marche. Ah, parce que c'est des choses qu'on a abordées la séance précédente et même ce soir, je suis revenu un peu sur ça. Mais donc, ce que je peux faire, c'est d'aller très rapidement. Non, les approches qualitatives et quantitatives, là, c'est un peu ce qu'on appelle les approches. Hein? Toute recherche doit être bâtie sur une approche. C'est-à-dire, comment est-ce que vous comptez collecter les données et traiter l'information? Est-ce que vous allez le faire de façon quantitative ou bien qualitative? De façon quantitative, sous-entend que vous allez collecter des données chiffrées, comptables, que vous allez présenter des résultats, par exemple, qui sont des chiffres, des tableaux, des graphiques, ainsi de suite. Mais si c'est qualitatif, c'est-à-dire que vous allez simplement recueillir des informations, des jugements, des valeurs, et vos résultats vont être présentés sous forme narrative, de tests seulement. C'est-à-dire que vos résultats ne seront pas numériques.
C'est ça la différence. Merci. Mais si vous reprenez les diapositives précédentes, vous allez voir, c'est bien décrit là-bas. Alors, ici, le paradigme ici dont il est question, bon, pour les plus profonds, hein, c'est un peu le positivisme, le constructivisme. Bon, ça ne vous intéresse pas. Ça, c'est des choses qu'on voit en thèse. Donc, ne vous en faites pas pour ça. Voilà. Maintenant, c'est ce qu'on appelle l'épistémologie de la recherche. Mais bon, à votre niveau, ce n'est pas une exigence. Ce qu'on vous demande ici, c'est deux sessions. Première session, présenter la structure, ce qu'on appelle votre zone de l'étude ou bien zone de confort ou bien lieu de stage. Deuxième session, présenter la démarche méthodologique. Terminé. Alors, donc, les résultats, donc, dans le chapitre 3, vous mettez présentation et analyse des résultats. Donc, vous présentez les résultats et puis vous les analysez. Maintenant, dans les analyses, là, ça peut être, c'est là où vous allez jusqu'à l'interprétation, la discussion. Donc, le chapitre 4 ici peut être confus ou bien confondu au chapitre 3. Voilà. Maintenant, tout va dépendre de vraiment votre sujet que vous êtes en train de faire. En tout cas, Aube Nouvelle en licence, c'est 3 chapitres. Donc, retenez que c'est 3 chapitres. Voilà. Donc, une astuce pour réussir la présentation de vos résultats, c'est de suivre l'ordre de vos objectifs spécifiques. Objectif spécifique 1, vous avez dit faire l'état des lieux de la gestion comptable. Donc, le premier résultat, c'est organisation comptable, état des lieux. Vous présentez tous les résultats. Objectif spécifique 2, vous avez dit que, comment on appelle ça, si l'organisation comptable est efficace. Donc, dans le résultat 2, c'est de mettre efficacité de l'organisation comptable. Donc, vous allez présenter tous les résultats qui mettent en exergue l'efficacité de l'organisation comptable. Le chapitre 3, vous avez dit, par exemple, qu'il faut-il proposer, par exemple, pour améliorer l'organisation comptable. Donc, dans le troisième résultat, c'est quoi? Mesure ou bien amélioration, bien, en tout cas, les éléments qui entrent dans l'amélioration de l'organisation comptable. C'est comme ça qu'on peut voir les résultats. Si vous les faites là, vous allez réussir votre travail. Mais on s'en rend compte qu'il y a des gens qui disent on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais quand vous formulez des objectifs, après, s'il n'y a pas de résultats là, c'est que vous n'avez pas atteint vos objectifs. Pourtant, quand on finit de rédiger un travail, on doit s'en rendre compte qu'on a atteint nos objectifs, n'est-ce pas? Parce que dans la conclusion, vous devrez affirmer si vous avez atteint votre objectif ou pas. Donc, c'est ce que vous devrez faire. Et n'oubliez pas aussi, dans les résultats, là, de revenir un peu sur ce qu'on entend par bon, vous pouvez faire le bilan du stage, il n'y a pas de problème. Les recommandations, par exemple. Voilà. Les recommandations sont très fondamentales. Pourquoi? Parce que quand vous écrivez, c'est dans l'optique de faire des recommandations, bon, ou des suggestions. Voilà. Donc, généralement, on vous dit de faire des suggestions parce que les recommandations sont trop fortes. Hein. Bon, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à les mettre en... Donc, vous suggérez. S'ils veulent, ils prennent. S'ils veulent, ils ne prennent pas. Mais bon, l'expérience a montré que même si les entreprises veulent mettre en place les suggestions des étudiants, elles ne pourront pas parce que les étudiants ne sont pas très justes dans leurs recommandations. Il dit, par exemple, il faut former le personnel. Quand vous dites former le personnel, on les forme en quoi? Vous comprenez? Donc, il faut être précis. Former le personnel hein, en matière d'informatique. Là, l'entreprise, c'est que si on vous forme en informatique, vous allez vous en sortir. Ils vont vous dire recruter du personnel. On recrute quoi? Des vigiles, on recrute des comptables, on recrute quoi? Donc, il faut être smart dans vos recommandations. Là, vous allez vraiment aider les entreprises. Alors, point 5, c'est un peu le choix du sujet puis du directeur de mémoire. Hein, parce que là, si vous voulez réussir votre travail, il faut d'abord bien choisir le sujet et puis bien choisir le directeur de mémoire. Bon, moi, je vais faire économie des tests hein, parce que vous avez déjà le document. Donc, comme on n'a pas suffisamment de temps, mais ce qu'il faut déjà retenir, c'est quoi? Alors, pour pouvoir avoir un bon thème, il faut que vous ayez de l'intérêt pour le sujet. Alors, je répète encore ce que mon ami a dit et de fondamental. Celui qui se bat pour une chose, c'est pour lui la chose. Si vous ne vous battez pas pour votre sujet, c'est que ce n'est pas votre sujet.
N'est-ce pas? Donc, si vous n'aimez pas votre sujet, vous n'allez pas vous en sortir. Le sujet doit vous passionner. Comprenez? C'est votre premier ami, le sujet. Il faut aimer le sujet que vous êtes en train de traiter. Sinon là, vous allez toujours fermer votre ordinateur. Mais si c'est quelque chose qui vous passionne, même à 1h du matin, là, vous vous levez, vous ouvrez votre ordinateur, vous travaillez sur votre sujet. Quand vous voyez un document qui traite de vos sujets, vous êtes passionné. Mais il y a des étudiants, quand ils viennent même là, ils discutent avec toi, mais tu lis même dans son apparence de ses expressions qu'il est contraint de faire le travail. Quand c'est comme ça, vous, en tant qu'encadreur, vous avez une seule idée en tête, c'est que ce monsieur-là, il faut l'accompagner. Alors, accompagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'il soit prêt ou pas, on l'accompagne. Il veut évacuer, et puis disparaître. Quand c'est comme ça, il ne peut pas avoir une bonne note. Vous comprenez? Parce que souvent, il y a des gens même là. Toi-même, tu t'en rends compte, il faut que tu l'amènes à soutenir. Même s'il va passer à une mention pitié, parce qu'il ne te donne pas toutes les garanties de réussir son travail. Si tu vas toujours le lire, le monde va finir te laisser. Donc, tu dis quoi? Tu dis, bon, tu vas soutenir. Donc, ayez de la passion pour vos sujets, n'est-ce pas? Aimez ce que vous êtes en train de faire. Là, vous allez vous investir. Sinon, là, ça ne sera pas simple. Donc, c'est vraiment ça. Maintenant, en ce qui concerne le directeur, vous le choisissez. S'il vous plaît, monsieur, j'ai une question. Oui. Oui, c'est quoi la question? Posez votre question. Oui, posez votre question, je vous écoute là. Voilà, en fait, c'est par rapport au choix de sujet là. Oui. Je voudrais savoir, qui est-ce que choisit le sujet? Est-ce que c'est l'entreprise qui vous propose un sujet ou bien c'est l'étudiant lui-même qui se propose le sujet? Ou comment oui, je ne sais pas. Oui, je vous écoute. OK. À ce niveau-là, comment ça se passe? OK. Alors, c'est vrai. Il arrive des fois où même des étudiants demandent des sujets à les encadreurs ou bien au niveau du lieu de stage, ainsi de suite. C'est possible, mais si c'est quelqu'un qui vous a proposé le sujet, ce n'est pas évident que vous réussissez le traitement de ce sujet parce que quelque chose qui ne vous passionne pas, ça ne va pas vous mobiliser. En plus, si moi je vous donne un sujet là, vous pouvez ne même pas comprendre le sujet, selon moi, ma vision. C'est pourquoi il est conseillé que l'étudiant lui-même se choisit son sujet, qu'il se choisit son sujet. Alors, d'abord, par vos lectures, vous allez vous rendre compte que voilà ce que je peux traiter. Ou bien poser des questions. Voilà, c'est ça. Mais ne soyez pas dans la dynamique de dire proposez-moi un sujet. Non. Ça, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien. C'est à vous de choisir votre sujet. Parce que, comme on l'a dit, le sujet même doit aller de votre tête. C'est-à-dire que c'est une idée qui vient de vous. On est d'accord? Oui, oui, c'est bon, monsieur. Merci beaucoup. Ok, formidable. Alors, en ce qui concerne le directeur... Dans le même sens, juste une petite question. Par rapport au directeur de mémoire, est-ce qu'il est attribué par l'administration de Aube Nouvelle ou bien est-ce qu'on a choisi? C'est l'étudiant qui choisit. Ok, formidable. En ce qui concerne le directeur de mémoire, la logique à Aube Nouvelle, c'est quoi? Vous écrivez votre protocole, vous allez déposer, on vous affecte un encadreur. D'accord. Voilà, c'est le principe comme ça. Maintenant, après, il y a des gens qui parlent par familiarité ou bien amitié, il y en a qui connaissent des enseignants ou bien qui ont déjà des contacts. Donc, ils font des propositions de directeur de mémoire. Après, le dernier mot revient à l'école. D'accord. Ok, voilà, c'est compris. Donc, il faut bien. Voilà, donc vous choisissez. Allô? Oui. Oui, monsieur, moi j'ai une question, c'est Yotam Kaban. Oui, je voulais savoir, comme nous on fait une formation en ligne, est-ce qu'il y a un moyen de consulter les mémoires des anciens étudiants en ligne ou bien ceux qui sont sur table?
vous êtes au pays ou pas, vous allez à la bibliothèque de l'école, vous allez pouvoir consulter ces mémoires. Moi, je suis au Tchad. Ah, vous êtes au Tchad. Maintenant, je ne sais pas si la bibliothèque de Aube Nouvelle est en ligne. Hein. Peut-être qu'il faut contacter l'école pour le savoir. Ok, d'accord. Voilà, ça doit être possible, mais vraiment vérifier ça avec l'école. Je n'ai pas cette information-là. D'accord, merci. Alors, donc, je continue avec la problématique. Hein. Comme on l'a déjà dit, problématique, ça veut dire problème. Donc, objectiver le problème, ça veut dire qu'il faut partir d'abord d'un problème qui existe. Voilà, et vous montrer qu'il y a une nécessité de combler, de résoudre ce problème ou de combler les gaps ou les cas qui existent entre ce qu'on sait et ce qu'on doit savoir. Ça, c'est de cette façon qu'on arrive à problématiser un sujet. Donc, vous donnez tous les moyens de résoudre ce problème-là. Voilà. Donc, il faut faire attention à ce niveau. Il faut vous poser beaucoup de questions. Voilà. Vous vous posez des questions. Comme Einstein l'a dit, la science est bien plus dans les questions que dans les réponses. Plus vous posez des questions, plus vous allez vous rendre compte qu'il y a problème. Il y a des gens qui ne se posent pas des questions, donc pour eux, tout est rose. Non. Mais quand on se pose des questions, vous allez vous rendre compte qu'il y a des problèmes. Alors, donc, c'est vraiment ce problème-là qui va après spécifier les questions que vous allez vous poser. Donc, si vous n'avez pas bien formulé le problème, vous n'allez pas pouvoir formuler de bonnes questions. Alors, il se trouve que moi, je suis actuellement à l'hôpital avec un patient. Maintenant, c'est maintenant même que je viens d'avoir le temps, parce que depuis ce matin, on était tellement bousculé. Mon ordinateur est déchargé, on a déjà fait 1 heure. Alors, est-ce qu'il y a la possibilité que le vendredi, il en fasse 3 heures pour rattraper les 1 heure? Parce que je ne pourrais pas continuer. Je n'ai pas un secteur à côté pour brancher mon ordinateur. Est-ce que c'est possible de le faire? On peut rattraper les 1 heure la prochaine séance? Moi, je n'ai pas de problème à cela. Moi aussi. On peut pas ramener ça à 18h, par exemple. Ok, voilà, donc si c'est ça, le vendredi, maintenant, bon, je vais signaler à l'école, le vendredi, on va commencer à 18h pour finir à 21h, ok? Voilà. D'accord. Voilà, mais voilà, pendant ce temps, je vous laisse le temps de parcourir le reste là, parce que on doit pouvoir finir le cours le vendredi, les 3 heures. Donc, ça veut dire qu'on va aller quand même à une vitesse, pas de la lumière, mais quand même très vite pour pouvoir épuiser. Voilà. Mais vous allez bien comprendre, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau. D'accord. Ok. Merci de nous rassurer. Que donc, ça veut dire après ça. Hein? Qui a dit merci de nous rassurer que quoi? C'est moi, Konkobo. Que quoi? Comme vous nous rassurez qu'il n'y aura pas de problème pour comprendre. Non, mais puisque vous avez déjà le support, en réalité, ce support, vous pouvez de vous-même comprendre les choses parce que je l'ai tellement détaillé là, mais il n'y a pas de problème. L'essentiel, vous allez le comprendre. L'essentiel, c'est-à-dire l'essentiel. Voilà, vous allez le comprendre sans problème. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Vous allez comprendre le cours. S'il vous plaît, monsieur, donc après la séance de vendredi, il n'y aura plus de cours. Oui, c'est 3 séances. Après la séance de vendredi, il n'y aura pas de séance. Ah, ok. Ah, ouais. Okay. Mais maintenant, les évaluations, là, ce sera en commun. Ce sera des sujets. Le vendredi, je vais vous donner un sujet avec le consigne et puis vous allez le traiter et vous m'envoyez pour correction. Ah, donc, ce sera ça l'évaluation. Voilà, c'est ça l'évaluation. Ah, ok. Alors, par exemple, voilà, c'est des sujets d'ordre général, hein, parce qu'en réalité, bon, comme il y a plusieurs profils, on ne peut pas donner un sujet relatif à une filière. Donc, souvent, je peux vous dire, par exemple, terrorisme et développement socio-économique au Burkina Faso. Bon, je vous dis de me faire sortir quelques éléments. À la ressortie des éléments liés à ce sujet. Bon, donc c'est comme ça, n'est-ce pas? Ok, monsieur, excusez. Je sais que vous avez votre méthodologie de travail, mais est-ce qu'il est possible, peut-être pendant les 3 heures là, de prendre un cas spécifique
dérouler un peu tout ce cheminement-là, même si ce n'est pas un protocole, pour nous permettre d'essayer de voir un peu où on va. Sinon, vos diapos sont très clairs, bien propres. Oui, et prendre un sujet comme ça rapidement. Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Et dans le cours, là, il y a un cas pratique. Dans le cours, là, il y a un cas pratique. Là. Il y a un cas pratique. Il y a un cas pratique. Par exemple, écoutez, stratégie de fidélisation des clients et productivité d'une entreprise commerciale à la page 64. À partir de là, on reprend un peu le contexte, le problème. Non, il y a quand même un cas pratique. Hein, vous allez comprendre, il n'y a pas de problème. Merci bien. Voilà. Meilleure santé à votre moment. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Meilleure santé aux malades. Merci, Voilà, bon courage. Bonne soirée. Meilleure santé aux malades. Bonne soirée. Merci bien. S'il vous plaît, monsieur. Oui. S'il vous plaît, monsieur. Hein? S'il vous plaît. Oui. Oui. Notre dernière séance, c'est le vendredi. Oui, c'est le vendredi. Oui. Généralement, quand on a un cours très important comme ça avec des explications, et qu'on n'arrive pas à finir, on peut aussi demander à l'administration de l'université de nous accorder un temps supplémentaire pour que le professeur puisse achever son cours. Si vous n'arrivez pas à finir ça le vendredi, est-ce que ce n'est pas le cas pour qu'on puisse demander comment? Non, on va finir vendredi. Ne vous en faites pas, mon cher. Non, ça ne sert à rien d'anticiper les choses parce que c'est plus important vos explications et tout. Bon, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, vendredi, on verra la suite, OK? D'accord. Voilà, on verra si vendredi, il nous faut une autre séance ou bien si il n'y a pas de souci. Le vendredi, il nous dira tout. D'accord, merci. OK, merci bien à vous. Bonne soirée et bien de choses en famille. Merci. Excellente soirée. Merci. Bonsoir.